Merci beaucoup d'être nombreux et nombreuses ce soir pour ce nouveau cycle de rencontres de la Maison de l'Architecture traversé dans 5 livres d'architecture. J'en profite parce qu'il est là, Luca Merlini, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Traverser dans ma bibliothèque et à qui on a emprunté, euh, ce titre. Ce nouveau cycle, on l'a construit en premier lieu à cause d'un attachement que l'on a, un attachement partagé, je pense, avec Samuel, à un médium qui est le livre. Le livre, c'est à la fois un médium qui permet à son auteur ou à son autrice de prendre position, d'affirmer une démarche, une posture, un engagement. Le livre, c'est aussi un espace qui permet de rendre compte de la densité d'une recherche. C'est également un territoire qui permet de raconter, de décrire l'architecture et la ville. Et c'est enfin un médium qui permet d'expérimenter par la fiction des possibles architecturaux et urbains. Dans sa thèse récemment soutenue, L'architecture à l'épreuve de la littérature, l'architecte et chercheur Clémentin Raché souligne, je cite, « L'architecture a besoin d'extériorité pour se penser, de piocher ailleurs pour se comprendre. En effet, les livres sont une part de cet ailleurs, une part de cette extériorité. Ils alimentent les réflexions et l'imaginaire des architectes et aussi l'imaginaire des habitants. » Alors c'est ce qu'on va interroger ce soir, cet imaginaire, ces rencontres clandestines entre l'architecture et le lecteur qui sont opérées grâce aux livres. Et donc, on va interroger ces rencontres et ces imaginaires par le biais de 5 livres qui vont nous être présentés par leurs auteurs et par leurs autrices. J'en profite pour remercier très chaleureusement Gilles Delalex, Anne-Marie Châtelet, Patrick Henry, Fanny Lopez et David Malo qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour cette première rencontre. Ces rencontres, elles auront lieu 2 fois par an, en juin et en janvier chaque année. Et ça nous permettra, à 2 moments fixes dans l'année, de rendre compte de certaines dernières parutions récentes et qui rendront compte aussi des questionnements, des doutes, des inquiétudes d'une époque donnée. On a voulu aussi composer ces rencontres avec des ouvrages de nature différente, des manifestes, des fictions, des ouvrages de recherche et portés par des auteurs et des autrices au profil très différents et très variés, des chercheurs, des architectes, des personnes qui sont en dehors du champ de l'architecture. Il nous semble que c'est important aussi de rendre compte de cette diversité. Ces rencontres, elles sont construites en partenariat avec une librairie qu'on aime beaucoup, la librairie Volume. Elles sont construites avec Samuel Hope, qui est avec nous. Et pour nous, elles rendent compte aussi, dans la composition qui est construite avec Samuel, aussi des questions des lecteurs et des lectrices qui viennent dans la librairie de Samuel et qui aussi portent un regard sur ces ouvrages. Je vais passer la parole à Samuel. Avant, je voulais remercier très chaleureusement Samuel, les 5 auteurs et autrices, et puis le public d'être là pour ces premiers échanges et cette première rencontre. Merci beaucoup. Voilà, merci Léa, merci de l'invitation et merci d'avoir développé cette idée de rencontre autour des livres ensemble. Ce qui est intéressant là, c'est d'avoir des livres qui ne sont pas en fait un regroupement thématique. C'est des livres qui montrent aussi ce qui se produit en ce moment. Certains sont très représentatifs en fait de ce qui des centres d'intérêt et des lecteurs et des agences et des auteurs et d'autres le sont un peu moins. On voit aussi depuis la librairie ce qui se développe, ce qui intéresse de plus en plus des gens et comment se déportent en fait les sujets. Et aussi, d'une façon générale, depuis quelques années, comment l'architecture s'est ouverte au monde. Mais les livres ne parlent plus que d'architecture. Les livres parlent du monde dans lequel vit l'architecture, du monde là où se fait l'architecture. Et les thèmes qu'il y a ce soir, moi, ce que je peux voir, et c'est aussi ce qui m'a été demandé d'un peu d'observer, et sur quoi je vais prendre quelques minutes pour vous en parler, mais c'est si on prend les thèmes qui sont là, on peut voir des choses qui se développent beaucoup. Ces dernières années, on a vu apparaître, pour beaucoup en librairie, le sol. Le sol, il y a encore 5 ans, je dirais, personne n'intéressait pas grand monde. C'était un peu l'ennemi de l'architecte, l'impression que j'avais. On creusait pour faire des fondations, pour mettre un bâtiment, éventuellement pour faire un parking, éventuellement pour faire une université, éventuellement pour faire quelques trucs, des stations de métro et tout ça. Puis depuis ces derniers temps, le sol est devenu un vrai sujet. C'est pas un ennemi, c'est un ami. Et j'ai apporté ce soir quelques livres, en plus de celui de Patrick Henry qui va nous en parler, des livres qui sont finalement tous très complémentaires, qui apportent tous quelque chose de différent
et qui montre l'énorme intérêt que la profession, que les professions qui sont autour de l'architecture, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, le paysagisme, ont pour le sol. Même les paysagistes, j'ai l'impression, ont révisé leur point de vue sur le sol par les livres qu'ils font ces derniers temps. J'en ai apporté un aussi qui montre qu'avant, le sol était un peu la propriété des pédologues. Maintenant, c'est beaucoup plus large que ça. Il ne faut pas être un spécialiste des vers de terre pour parler du sol. Je ne suis pas certain que les architectes soient devenus des spécialistes des vers de terre, les urbanistes non plus. Alors peut-être toi, Léa, maintenant, après en plus l'exposition. Mais voilà, dans les autres intérêts, enfin bon, les livres, je vous laisserai les voir tout à l'heure, et puis je ne vais pas prendre la parole des gens qui vont présenter les leurs. Dans les sujets qu'on voit aussi apparaître beaucoup ces derniers temps, enfin qui prennent un peu plus de place, c'est une réflexion sur l'enseignement de l'architecture et sur les lieux de l'enseignement, et de plus en plus de choses apparaissent. Alors beaucoup poussées, aidées, soutenues et publiées, voire par Anne-Marie Châtelet, mais pas uniquement. Il y a en fait un grand intérêt, un grand moment de réflexion sur qu'est-ce que l'enseignement de l'architecture. C'est ce que j'ai pu voir, avec aussi un grand moment l'an passé où ça a gratté un peu dans tous les sens, avec les étudiants qui ont dit que ça suffisait avec l'enseignement de papa, et du coup il y a de maman aussi, mais surtout de papa, et qui voulait autre chose, sans trop savoir vraiment ce qu'il voulait, mais en tout cas il y a eu une demande qui était autre chose, et on voit, enfin moi je vois, depuis mon poste de libraire, là, une réflexion qui apparaît sur comment enseigner l'architecture, comment s'est enseignée l'architecture, comment sont apparues les écoles, l'histoire des écoles aussi, et c'est assez beau et assez plaisant d'un point de vue de libraire de voir une profession qui se pose la question de comment elle enseigne, comment elle a enseigné, et aussi du coup on sent que comment elle va enseigner pour le futur, avec toutes sortes de questions qui on voit aussi apparaître maintenant, où s'entrechoquent les questions de genre, avec un livre qui est sorti hier, qui était sur la présence des femmes dans l'architecture, dans l'urbanisme et dans le paysagisme aussi. Et donc toutes ces questions qui se posent, puisque c'est aussi la présence des femmes dans les écoles, beaucoup d'étudiantes, finalement peu d'architectes femmes en exercice après, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Donc c'est un des sujets qui apparaît beaucoup en ce moment. Et puis dans les sujets aussi qui sont importants et qui sont vraiment aussi au cœur de notre société, c'est les sujets qu'affectionne particulièrement Fanny Lopez, qui vont parler tout à l'heure. C'est les sujets aussi bien d'énergie, là plus particulièrement des data centers, mais donc toutes ces choses qui nous entourent. Cette soirée qu'on enregistre sur forcément un disque dur qui va finir peut-être dans un nuage pour être revu plus tard. Donc toutes ces choses qui consomment énormément d'énergie, d'espace, et qui par ailleurs nous pèsent au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, puisqu'on risque de finir tous comme des saucisses. À un moment, à force d'utiliser, c'est un peu trop cuite peut-être, un peu trop grillé, à force d'utiliser toutes ces choses à distance. Et c'est ce qui est encore plus plaisant d'être là ce soir tous ensemble, puisque plutôt qu'être à distance, on est ensemble dans une salle où il fait déjà un peu chaud. Mais c'est un peu notre futur qui est en jeu, là, on le sent déjà. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas à distance et qui ne se fait pas sur un réseau social, qui ne se fait pas à partir d'un serveur. C'est plutôt agréable. Et du coup, pour terminer sur les grands thèmes, il y en a encore d'autres, mais je ne vais pas tous les balayer ce soir. Enfin, j'ai parlé rapidement aussi des questions de genre dans la société et dans l'architecture, qui est un tel élément quand même de la société. Il y a encore ce qu'on pourrait appeler des outsiders, des livres qui sont pas... qui ne s'inscrivent pas dans les grandes thématiques, et c'est ce qu'a fait Emoto avec ce travail sur les autoroutes, qui est quelque chose qui s'inscrit moins dans une grande thématique sur les infrastructures. Il n'y a pas un engouement particulier dans les publications sur le sujet. Mais donc il y a encore des choses, il y a toujours eu des choses, et il y en a beaucoup, des choses qui sont à côté des grandes tendances, avec des choses moins dans des actualités, et sans être un tireur isolé, c'est des sujets qui sont qui demandent moins, qui voient la publication de moins de livres. Voilà pour ce que j'ai à dire dans ce que je peux apercevoir. En fait, ce que je peux apercevoir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de livres, toujours. Chaque année, chaque mois, voit un peu plus de livres que l'année précédente.
c'est un univers qui adore les livres, hein, qui adore en publier, ça risque pas trop de s'arrêter vu les questions qui se posent sur le domaine. Je dirais que le seul danger, c'est plus le temps que l'on peut accorder à lire beaucoup de livres, puisque plus il y en a, c'est pas pour ça qu'on lit plus vite. Mais tout le monde a envie de faire des livres, de lire des livres, d'en avoir chez soi, de les regarder et d'en parler. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc moi, je vais peut-être arrêter là et puis. Merci beaucoup. Et donc on va commencer. Donc chaque auteur et autrice a présenté l'ouvrage. On les gardait. Et puis on s'est dit qu'on allait les publier. On avait été un petit peu appelé à ça par des collaborateurs qui nous disaient mais vous écrivez, vous avez une réflexion, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous dire, y compris ceux qui travaillaient chez nous en fait, qui n'avaient pas de regard. Donc c'était un petit peu pour eux qu'on l'a fait, un petit peu au départ. C'est présenté comme une matière brute. Hein. Il y a notamment un livret, un cahier d'images à l'intérieur, qui sont des images qui viennent un peu de partout, de voyages, des bouts de maquettes, notamment tout ce qu'on n'a pas construit, une grande majorité de choses. Voilà un petit peu des maquettes qu'on a fait pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a proposé à nos collaborateurs pour les occuper de revenir sur des projets, de les archaïser, de retrouver le concept un petit peu qui était derrière. C'était un petit exercice pour les amener à fabriquer, à travailler avec leurs mains un petit peu. Ça a donné d'ailleurs lieu à un enseignement qui a suivi un petit peu beaucoup plus sur l'installation. Ça, je pense, a un petit peu influencé notre démarche. Un petit peu, c'est aussi des choses qu'on ne voit pas. Hein, on publie des 3D, on publie des photos de photographes. Et une autre particularité, je dirais, de ce livre, c'est qu'il est un petit peu à mi-chemin entre le livre et la revue, parce que c'est une coédition, Arc en rêve et Cariatide. Et c'est un petit peu l'histoire aussi. C'est l'autre départ qui a fait que le livre s'est mis à exister véritablement comme projet, pas simplement comme une archive qui était au fin fond de l'agence. L'idée, c'est que c'est un numéro 0 ou numéro 1 d'une série qui va exister. Donc, c'est aussi une petite expérimentation. C'était intéressant. On est très dans le thème de la collection, la répétition de choses qui se répètent, mais d'une manière non identique. Le fil conducteur, en fait, de toutes ces images et surtout tous les textes, c'est l'autoroute. C'est une figure qui nous est venue un petit peu avec le temps, parce que c'est un vieux thème de travail, mais de recherche plutôt académique, qui est ressorti récemment, notamment en lien avec les recherches du laboratoire LIAT. On a fait un beau séminaire aujourd'hui ensemble. Qui est une figure qu'on a choisie parce qu'évidemment, c'est le corpus de l'agence. Il sort en 2003, il y a exactement 20 ans, avec Yves Moreau, on est cofondateur de l'agence. On a commencé à travailler ensemble, on a fait notre premier concours. Donc c'est exactement 20 ans après. On s'est beaucoup à l'époque basé sur une architecture plutôt d'après-guerre, on va dire, une sorte de modernité pas la plus pure de toutes, et aussi beaucoup sur un corpus d'infrastructures, d'objets trouvés, c'est-à-dire des infrastructures comme des objets qu'on trouve, qui n'ont pas d'auteur, qui nous fascinent, qui fascinent beaucoup l'architecte, je crois, parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent, parce qu'on ne comprend pas d'où elles sortent, et puis qui portent avec elles tout un registre esthétique et technique qu'on a beaucoup employé dans nos projets. Donc l'autoroute, c'est pas l'objet d'étude, c'est pas un livre du tout scientifique, même s'il emprunte un petit peu des textes qui ont été publiés au fil des fragments de textes au fil des années. Mais c'est un ouvrage qui prend l'autoroute plutôt comme un prisme pour essayer de mesurer notre relation à la modernité, à l'héritage, à la manière dont on s'en saisit, quelles pièces on prend, quelles pièces on change. Est-ce que on la voit un petit peu comme une vieille machine rouillée et en même temps présente. Donc c'est tout un rapport
c'est un rapport en tout cas avec un morceau d'histoire et puis avec notre actualité, puisque l'autoroute, c'est effectivement un objet extrêmement clivant, qui est sublime, qui est magnifique pour certains. Il y a un texte de Fabrizio qui montre à quel point il aime l'autoroute, qui renvoie à son enfance, aux vacances, à sa présence dans le cinéma, dans la culture en général. Et puis on sait toutes les réticences aujourd'hui que l'objet pose, les problèmes qu'il pose aujourd'hui, toutes les questions que ça met à soulever d'actualité. C'est un objet qui résiste et qui pas de son temps, donc qui appelle à une forme qui revendique une sorte d'anachronisme dont on s'est largement saisi à l'agence. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois, on peut dire, personnel, dans le sens c'est notre intérieur, c'est un peu nos petites références à nous, mais c'est un peu égocentrique quelque part, mais on aimerait bien le voir. Enfin, on s'est dit qu'on aimerait bien voir ce que les agences, elles manipulent quand elles sont chez elles, à la maison. On aimerait voir leur cuisine pour comprendre d'où ça vient, tout ça. Et puis c'est collectif parce qu'il y a la plupart des documents, là à gauche c'était le panneau qui était dans la salle de réunion où on classait un petit peu toutes nos images. Voilà, des croquis, c'est rare qu'on publie des croquis. Et ça c'est des vidéos qu'on a fait à l'époque où on n'avait pas encore de projet. Et puis donc c'est un bouquin donc, qui relie un petit peu plusieurs mondes qui sont traditionnellement séparés, qu'on retrouve, je pense surtout au monde des écoles où on voit que la recherche et la pratique se touchent pas tout le temps, pas assez à mon avis, alors qu'ils s'alimentent énormément. Ici, Fanny sait très bien à quel point tout cet univers est présent dans les articles, dans les thèmes, quand on publie des livres. Et là, on l'a mis en rapport avec des projets d'agences qui passent à travers, qui ne sont pas absolument explicites, on a fait la même chose dans les textes. Ça, c'est tout ce qu'on n'a pas construit. Et qui apparaissent dans les textes parce que les textes sont aussi de nature très différente. Il y a des morceaux d'articles. Des fois, c'est grand public. Des fois, ce sont des notes internes. C'est des questions, des réflexions qu'on s'envoie par mail. Il faut se demander où on va quand on a un peu de temps. Et parfois, ce sont des notices de concours. C'est des moments où il y a une image qui sort et ça fait un petit peu image. Et ça reste, et puis on réutilise la même image un petit peu sur un autre projet. Alors tout ça est rassemblé dans ce livre on a voulu un petit peu lui donner un peu la forme d'un scrapbook, c'est-à-dire qu'une chose, c'est un carnet de voyage. C'est-à-dire on garde les choses, on les accroche, il y a différents formats. Pour parler du voyage, métaphoriquement, c'est notre voyage depuis 20 ans ensemble avec Yves et les collaborateurs. Il y a même une fiction d'ailleurs à l'intérieur. Et tout ça, ça s'organise en 4 chapitres. Paf. Super timing. Qui sont 4 figures, en fait, qui sont les totems, les ruines joyeuses, alors il est français-anglais, et les îles de béton et les foules fantômes, sont les parkings. En fait, ça correspond quasiment à 4 formats de conférences qu'on a fait depuis 2019. Et on avait des thèmes, on rassemblait les projets de manière un petit peu différente, avec un univers, souvent une question de départ. Les totems sont les objets verticaux qui ponctuent l'autoroute qu'on trouve et qui parlent un petit peu du premier objet que les pionniers plantent en arrivant sur un univers désert. Ça correspondait à une réflexion, une conférence où on faisait comment on commence un quartier quand il n'y a rien, il n'y a pas de contexte. Il nous est arrivé 2-3 fois concevoir un bâtiment où il n'y avait rien. Un parking désert. On aurait pu être le long d'une autoroute. Et c'est toute une question, comment on débute une ville ou un quartier. Les ruines joyeuses, c'est quand on n'avait pas assez d'argent pour finir le projet. On se disait, est-ce qu'on peut le laisser en friche? Est-ce que c'est intéressant, un bâtiment qui reste entre un moment de construction et de démolition? Souvent, elles se ressemblent, les ruines. On ne sait jamais si elles avancent ou elles reculent. On parlait un peu du thème de l'adolescence. Des bâtiments volontairement pas finis. Et les îles de béton, c'est le roman de Ballard qui parle de ce creux d'échangeurs où une communauté s'est installée. Et ça parle des projets autonomes qui préservent une part utopique. Donc c'est un petit peu le thème de l'utopie qui traverse également notre travail, qui était dans la Biennale de Venise. Là, on l'avait poussé un petit peu davantage, relayé aussi par les labos de recherche.
Et puis le dernier, c'est la foule fantôme, sont les parkings, parce que l'autoroute, c'est quand même un espace public, je crois qu'on n'en a pas imaginé le plus radical depuis longtemps, et qui témoigne un petit peu d'un usage de l'espace public et de l'architecture aussi, souvent dans nos projets sous-définis, parce qu'on a cette idée que le bâtiment évolue et qu'à chaque occupation, il change quelque part d'identité. On a cette idée que l'architecture a plusieurs vies. Hein. Les bâtiments ont plusieurs vies. Est-ce qu'on a également, on a fait l'expérience un petit peu à Venise en essayant de travailler sur différentes occupations qui remettaient en cause la vocation initiale du projet. Donc en fait là, l'idée c'était de trouver ces figures qui faisaient un petit peu le lien entre les objets de l'autoroute eux-mêmes et puis des sortes de types que l'agence elle mobilise. Et qu'on retrouve, c'est pas tout à fait des types, hein. On a appelé ça des figures parce que ça ressemble pas forcément. On retrouve la grille, par exemple. Bon, ça se mélange. Hein. Il y a des projets qui sont un petit peu sur les quatre à la fois. Voilà pour la présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles. Est-ce que attends, je crois qu'il y a des questions. Enfin, je crois qu'il y a une question. Est-ce que certains d'entre vous ont des remarques ou questions? Je regarde quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'il avait une question sur le... Donc je présuppose, je suis désolée de... Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est une question, mais qui en fait... vous êtes le premier à passer, donc c'est pour vous, mais je pense que c'est une question qui est pour tout le monde et qui est aussi un peu en lien avec ce qui a été dit plus tôt. C'est effectivement, il y a de plus en plus de livres d'architecture, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup plus de demandes à des architectes de faire des livres. Nous, dans notre agence, on a aussi été... En fait, la question, c'est que je me pose, c'est est-ce que l'économie du livre d'architecture en ce moment, c'est une économie de l'offre ou de la demande? Parce qu'on voit de plus en plus de publieurs, finalement, de livres. Là, je pense que c'est fait avec Cariatide, par exemple. Je pose la question, est-ce que c'est vous qui avez contacté Cariatide en disant on veut faire ce livre depuis 20 ans, c'est l'anniversaire, ou est-ce que c'est Cariatide, qui est quelque chose qui arrive assez souvent, finalement, qui vient plutôt voir une agence et qui propose ce genre de projet? Je ne vais pas parler pour Cariatide, mais c'est vrai que c'est une très jeune maison d'édition qui a porté ses projets. Et nous, on s'est rencontrés parce que c'était Arc en Rêve et Cariatide ensemble, quelque part. C'était un petit aliment de planète qui fait qu'il y avait quelque chose qui commençait, que nous, on avait déjà accumulé un peu de la matière. Et on s'est dit, on peut commencer. Si la collection elle commence, on part. Donc c'était un petit peu des circonstances. Avec un projet qu'on avait commencé, on avait l'intention de faire un livre, quoi qu'il arrive, parce que des fois, c'est bien de faire le point. Enfin, franchement, on s'est dit, au bout de 20 ans, c'est bon, on peut faire un livre. Je disais, c'est pour nous, c'est pour les collaborateurs, c'est pour... on fait des conférences, puis ça disparaît. Et on trouvait ça dommage de parler autant... on en faisait une par mois, donc c'est dommage que ça parte tout, quoi, toute cette matière. Donc c'est un petit peu pour la mémoire, quoi, un petit peu pour pas oublier. L'économie, je sais pas, c'est un grand mot. J'espère qu'on va les vendre. Je sais pas qui va acheter ça. Alors, non, le micro n'amplifie pas la voix, mais comme c'est enregistré, il faut parler quand même dedans. C'est un peu étrange. D'accord. Oui, je vais peut-être être le vilain petit canard, mais l'édition d'architecture est exsangue et sans les subventions, que ce soit des promoteurs, de l'État, elle n'existerait pas. Faut pas se leurrer. Et pourquoi? Parce qu'il y a très peu de lecteurs. Enfin, en gros, on les connaît et ils sont sans doute ici. Et c'est pas nouveau, hein. Malheureusement c'est un état de fait, donc niche, hein. C'est un peu compliqué. Je pense que Samuel ne me contredira pas. Bon, alors on peut peut-être débattre de ces sujets un peu généraux après. Moi j'avais quand même une question sur cette obsession que tu évoquais, d'une figure qui est un peu encombrante et fascinante, et je ne sais plus si tu as employé le terme de sublime ou de sidérant, qui est l'autoroute. Dans quelle mesure tu évoques, et c'est évoqué, la manière dont ça influence,
comment dire, ça a influencé les réflexions de Myoto. Tu as évoqué une forme de porosité entre ton travail de chercheur et d'architecte. Comment ça influence aussi et ça marque les recherches que tu mènes et cette dimension-là de ta démarche, en fait? Je ne sais pas si c'est très clair. Et notamment sur ces... Alors, déjà, c'est récent que cette séparation entre la recherche et la pratique, elle est inscrite, je pense, au cœur des écoles, je trouve. Moi, j'ai mené ma carrière jusqu'à ce que je fasse ce livre en mélangeant jamais les deux. Mais le problème, c'est qu'on a un seul cerveau et il est poreux, lui. Donc on voyait bien que les concepts, ils traversaient un petit peu. Et à un moment, il fallait bien qu'on se rende à l'évidence que la réflexion, qui était plutôt par le biais d'articles, elle influençait notre pratique, je crois, de manière très très indirecte. Et à un moment, on a pris la décision de dire, mais c'est peut-être qu'une seule chose, dans le fond. Voilà, on est peut-être comme ça. Et si on le met, c'est un bouquin, on appelle ça l'imaginaire. Nous, c'est un de nos axes de recherche, qui est né avec le temps aussi, qui essaie de dire que l'imaginaire, c'est une chose assez sérieuse. On l'appelle souvent, on peut l'appeler corpus, mais là, ce sont des images aussi. C'est une atmosphère, c'est un truc qui tourne. Donc, quelque part, je dirais, là, c'est plus les deux activités. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais après, on espère que quand on se saisit du livre, on voit pas de différence. Merci beaucoup, Gilles. Voilà. Anne-Marie Châtelet, vous êtes architecte de formation, historienne, je vous en prie. Historienne, vous avez lancé un grand programme de recherche qui a animé énormément les laboratoires de recherche et les écoles d'architecture sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Donc vous allez nous présenter l'ouvrage « Les mondes de l'enseignement » chez Métis Press, que vous avez publié avec Nathalie Lapère. Oui. Moi, je n'ai pas une voix très puissante et je ne sais pas, ça marche le micro ou vous m'entendez? Ça va? Il marche seulement pour enregistrer. Ensuite, est-ce que le son de votre voix est assez fort pour qu'on vous entende en fond? Non, très bien. Vous entendez très bien? Oui. Ah. Oui, absolument. Mais moi-même, vous m'entendez moi-même? C'est ça. Oui, comme ça va à peu près comme ça? Oui. Donc je remercie Léa Mosconi et la Maison d'architecture d'Île-de-France de nous avoir invités. Je dis nous parce que je ne présente pas un ouvrage en mon nom propre, mais un ouvrage qui va réunir une vingtaine d'auteurs. Donc je parle d'auteurs et d'autrices. Je parle donc avec de multiples voix et j'essaierai de faire un peu vite quand même pour vous présenter cet ouvrage qui se situe effectivement dans le sillage de tout un travail sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture, un travail qu'on a lancé depuis quelques années et qui porte ses fruits, je suis heureuse de l'entendre. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'histoire de toutes ces écoles. On les connaissait très mal, tout partait à la benne. Donc l'idée était de susciter un mouvement et je suis heureuse d'entendre que ce mouvement a lieu et qu'on se penche un peu sur l'enseignement de papa dont je vais vous parler un peu ce soir. Donc cet ouvrage, il a été co-dirigé effectivement par moi-même, qui suis professeur aujourd'hui émérite en histoire et culture architecturale, et par Nathalie Lapère, qui elle est sociologue et qui est professeure à l'université de Toulouse. C'est un ouvrage qui est issu donc d'un programme de recherche qui se baptisait ENS-Archi, celui-ci, pour se démarquer d'un autre que vous connaissez peut-être, qui s'était appelé ENS-Avin. Ce programme ENS-Archi a été financé par l'Agence nationale de la recherche, dont l'acronyme est l'ANR, que certains d'entre vous connaissent probablement. Il a démarré en novembre 2019 et il s'est achevé très récemment, puisque c'est en décembre 2023. Il a donné lieu donc à la publication de 2 ouvrages, celui dont je vais vous parler ce soir et un autre que vous devinez sur l'arrière-plan qui s'appelle Dessin d'architecture, qui a été dirigé par Amandine Diner et Gauthier Boll, qui viendront peut-être le présenter une prochaine fois dans cette salle. Les mondes de l'enseignement de l'architecture, l'idée était d'approcher cette fois-ci l'enseignement par ceux qui l'avaient vécu
et qu'il avait fait, c'est-à-dire les élèves et les professeurs. Donc l'idée, c'était d'aller voir un peu qui ils étaient. Donc essentiellement, cet ouvrage croise des biographies, des prosopographies, l'étude de personnalité sous des angles certaines fois plus personnels et certaines fois plus quantitatifs, plus traversés. Alors pour vous le présenter, je vais faire un petit zoom dans un premier temps sur 2 types de portraits que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage. Ensuite, j'aborderai un petit peu ces dimensions matérielles et je terminerai par le sommaire pour que vous ayez une idée de l'ensemble. Alors, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, le premier portrait, c'est un premier portrait qui réunit 2 parcours types de femmes architectes. Si on regarde ce qui se passait du côté des universités, il y avait 30% d'étudiantes. Donc, c'est dire que c'est un monde quand même qui était resté très, très longtemps très masculin et qu'il est encore assez, même si aujourd'hui, les filles dominent dans les écoles d'architecture. Le premier portrait, c'est celui d'Ismène Georgia Fendi, qui a débuté ses études en 1940 au sein du 3e atelier Perret. Elle a épousé en 1951 Gérard Benoît, qui était élève au sein du même atelier. C'est un peu un classique, si on peut dire. Et elle a exercé au sein d'une agence qu'elle a partagée avec son mari. Ça permet d'évoquer tout à la fois sa vie d'élève au sein de l'école, une école fortement dominée par des hommes, et aussi la pratique de l'exercice canonique de l'architecture tel qu'il a pu être vécu en couple. Le deuxième portrait, c'est celui qui est représenté par l'image du bas, c'est celui de Françoise Gaudibert, qui, elle, a intégré l'école régionale d'architecture de Toulouse en 1964 et s'est engagée du côté de la recherche et de l'enseignement, donc tout à l'opposé du parcours de Ismène Georgia Fendi. D'autres portraits, pas du tout du même ordre, cette fois-ci il s'agit de 4 enseignants, 4 portraits d'architectes et d'universitaires qui ont été profs à l'école des Beaux-Arts. Donc, vous voyez François Vital, qui était professeur de construction, Louis Hautecoeur, qui a été professeur d'histoire générale de l'architecture, Paul Bigot, qui a été chef d'un atelier, et Victor Blavette, professeur de théorie. Comme vous le voyez, ce sont 4 enseignants masculins. Il n'y a eu que des enseignants masculins à l'école des Beaux-Arts jusqu'en 1968. Aucune femme n'a enseigné, quelle que soit la discipline. Ces 4 personnages viennent, et d'une façon générale, ceux qui ont enseigné à l'école des Beaux-Arts à Paris sont venus de toute la France. Si Hautecoeur et Vital sont nés à Paris, Bigot est né dans le Calvados et Blavette est né, lui, dans les Pays de Loire. Au niveau statistique, 41% des enseignants de l'école des Beaux-Arts jusqu'en 68, de 1900 à 1968, étaient nés en région parisienne contre 59% qui venaient de la province. Si on regarde du côté des écoles régionales d'architecture, la situation n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que les écoles régionales, elles, recrutaient essentiellement dans les départements limitrophes de l'endroit où se trouvait l'école. Parmi ces 4 personnalités, on a 3 architectes et un historien d'art, ce qui n'est pas tout à fait le reflet du corps enseignant tel qu'il se présentait. En réalité, on a à peu près la moitié du corps enseignant architecte et l'autre moitié qui était des universitaires. Et ça, de manière constante, entre 1900 et 1968, quelles que soient les écoles. Tous avaient eu une excellente formation. Les architectes étaient en général issus du sérail, autrement dit, ils avaient suivi l'école des Beaux-Arts, et pour une grande partie d'entre eux, ça veut dire presque tous ceux qui enseignaient à Paris, avaient été Grand Prix de Rome. C'est moins vrai pour les écoles régionales. Du côté des universités, si on fait un pourcentage au niveau de l'école des Beaux-Arts, on a 36% des Parisiens qui sont d'anciens normaliens et 63% qui ont soutenu une thèse. Ils constituent en général l'élite de leur profession. Ils entrent dans l'enseignement au mi-temps de leur vie, déjà riches d'une activité professionnelle. Hautecoeur avait 41 ans, Bigot 56, Blavette 58 et Vital, qui est une exception, avait 36 ans quand il est entré. Tous ont mené des carrières en parallèle. Ce qui est très frappant, c'est qu'entre 1900 et 1968, tous ces enseignants n'avaient pas comme emploi principal d'être enseignants dans l'école d'architecture, mais ils avaient un autre emploi principal, avec un engagement fort et délibéré, mais très peu rémunéré et parfois pas du tout, comme les professeurs d'atelier pendant longtemps ne l'ont pas été. Ils ont donc mené 2 carrières en parallèle. Les uns étaient architectes et les autres étaient employés à l'université ou dans des lieux d'enseignement divers.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un aspect tout à fait intéressant que finalement tous ces enseignants n'avaient pas comme emploi principal d'enseigner dans une école d'architecture. Donc ça laisse penseur sur le fait que pendant les 3/4 du XXe siècle, les écoles d'architecture ont fonctionné grâce à des gens qui étaient en très grande partie là par bonne volonté et par intérêt pour l'enseignement de l'architecture. Alors, je vais passer à quelques aspects matériels de cet ouvrage. Vous voyez là la couverture. Cette couverture est une couverture qui est un peu inspirée, un peu indirectement, par les travaux de J.R., que vous connaissez peut-être, un photographe qui placardait des grandes photos de femmes sur les murs des favelas de Rio, une façon de hanter les lieux de toutes celles et ceux qui en étaient les habitantes méconnues. Ici, il se trouve qu'on avait retrouvé un ensemble de 10 photos de femmes architectes qui avaient été diplômées dans les années 30. Il se trouve que cette photo, c'est une femme architecte diplômée dans les années 30, architecte aux Beaux-Arts, mais dont on ne connaît pas l'identité. Elle a été placardée sur les murs de l'école des Beaux-Arts, donc ça évoque à la fois ce que l'on évoque très largement, cette école, et en même temps cette absence, présence de ces femmes. L'ouvrage se présente comme avec un format qui est un format à peu près écolier, 17 fois par 22. Il a 343 pages. C'est un ouvrage, je vous le disais, qui est collectif, qui réunit 23 auteurs, mais qui est construit comme une démonstration continue. Donc on a essayé d'avoir des choses qui sont communes à l'ensemble de tous ces articles qui sont présentés, avec en particulier une iconographie qui a beaucoup recours. Vous l'avez compris, il y a pas mal de statistiques dans cette recherche pour essayer de comprendre ce qu'était ce milieu. Donc une seule typographie, 4 couleurs et des formes variées et récurrentes, donc avec des schémas. Donc là, vous voyez par exemple le schéma des 3 ateliers officiels de l'École des Beaux-Arts avec les chefs d'atelier qui se sont succédés. Il y a les ateliers après 1950, mais j'ai coupé pour des raisons de 100 pages. Vous voyez ici une carte de France qui représente le bassin de recrutement de l'École d'architecture de Rennes. Donc vous voyez la démonstration de ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez ici en bas les élèves étrangers à l'École des Beaux-Arts, avec en bleu les élèves qui venaient, les Américains, très présents jusque dans les années 30, et puis ensuite dont la présence s'efface, alors qu'en ocre, vous avez les Égyptiens, peu présents au début du siècle, et qui ensuite deviennent majoritaires. Et en basse continue, pourrait-on dire, avec la courbe rouge, les Suisses, toujours présents, mais en petit nombre. Et puis vous avez un autre graphe en bâton là, qui représente le nombre d'élèves dans les différentes écoles régionales avec les différents niveaux selon qu'ils aient été en 2e classe, en 1re classe ou diplômés. Et donc vous avez tout l'ensemble de ces écoles régionales qui ont fonctionné pendant tout le XXe siècle. Et en haut, ce sont les pourcentages de thèses qui ont été soutenues par des architectes avec distingués par type de discipline dans lesquelles ils ont soutenu leur thèse. Vous avez en plus une bibliographie commune, un index, et en bonus, 4 dictionnaires qui sont les dictionnaires des enseignants de l'École des Beaux-Arts de 1900 à 1968 et de 3 écoles régionales, celles de Rennes, de Strasbourg et de Bordeaux. On n'a pas pu faire plus, mais j'espère que par la suite, on puisse connaître plus que ça. Ce dictionnaire a un double intérêt, d'une part de réunir des célébrités et des inconnus. Vous connaissez sans doute un certain nombre d'architectes qui sont sur le devant de la scène, et moins d'autres architectes, et peut-être pas du tout les professeurs de construction ou les professeurs de dessin. Et c'est de tracer aussi des portraits sur la base de documents institutionnels qui donnent une autre image que celle qu'on a d'habitude dans les bibliographies existantes. Le propos de l'ouvrage, vous l'aurez compris, est formé de contributions et de thématiques qui sont assez foisonnantes, qui sont écrites par des autrices et par des auteurs en nombre presque équivalent. Il cherche donc à offrir une vision d'ensemble des acteurs des mondes de l'enseignement de l'architecture. Entre 1900 et 1968, il y a eu 13 000 élèves qui ont été admis à l'École des Beaux-Arts. La première partie leur est dédiée et elle examine donc les effectifs, les genres et la sociabilité de ces élèves. La deuxième partie est consacrée aux enseignants avant 68, donc à l'École des Beaux-Arts et dans les 3 écoles régionales que j'ai citées.
en regardant les origines, les formations et les carrières de ces enseignants. La troisième partie évoque une pluralité d'institutions satellites qui ont tourné autour des beaux-arts et qui ont complété un enseignement qui péchait par l'absence de l'urbanisme, qui péchait par l'absence d'un certain nombre de disciplines qui n'y étaient pas enseignées. Et la quatrième partie, elle, saute cette barrière de 68. On aurait voulu avoir des analyses continues, mais pour des raisons multiples sur lesquelles je ne reviendrai pas, c'était difficile de le faire. Et donc, elle s'intitule « Des UP aux ENSAS, dynamique contemporaine ». Elle aborde les défis qui ont traversé les écoles depuis 68, pression démographique, présence des élèves étrangers, place de plus en plus prégnante de la recherche et de la formation doctorale et dynamique de féminisation, puisque maintenant on sait que dans les écoles, il y a des femmes qui enseignent l'architecture. L'ensemble ne se conclut pas, mais il s'ouvre par un épilogue qui tourne le regard du côté de la formation des architectes suisses. J'espère vous avoir donné le goût de la lecture de cet ouvrage. Merci. Merci beaucoup Anne-Marie Châtelet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ce que je vous propose, c'est qu'à moins qu'il y ait des questions indispensables, que l'on garde un temps d'échange pour la fin, afin de pouvoir entendre de manière confortable chaque intervenant et intervenante. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans l'histoire de l'enseignement. Patrick Henry, la parole est à vous. À toi, à vous, je sais. Patrick Henry, professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville, architecte, urbaniste et donc auteur des tracés aux traces pour un urbanisme des sols. La parole est à toi. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là ce soir avec des amis, des collègues et même des anciens étudiants. Donc c'est très, très bien de se retrouver ici. Et puis c'est d'autant mieux parce que ça fait écho aussi à ce qu'a dit Samuel en introduction sur les livres et la question, l'interpellation de Madame tout à l'heure sur les livres. Je suis très heureux parce que ce livre, il est sorti il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Et il continue son petit bonhomme de chemin puisqu'il a été réédité. Donc je suis très content de ça. C'est pas des éditions extrêmement nombreuses, mais enfin quand même, je suis très content de ça. Et ça a donné l'occasion de faire une réédition avec une postface d'une juriste, et j'expliquerai pourquoi dans le déroulé du livre. Pourquoi ce livre ? En fait, c'est un croisement aussi, sans doute un peu comme Gilles l'a expliqué, un croisement entre ma pratique professionnelle non académique, parce que l'enseignement est une pratique professionnelle, et les recherches. Et ce livre, en fait, il vient d'un travail sur les espaces publics, l'espace public en général, que j'ai mené depuis de nombreuses années, un intérêt pour les sols, qui était à la fois le support et le sujet de ces transformations et de notre travail, et puis un intérêt grandissant en mêlant des questions liées à l'écologie, liées à la biodiversité, liées à la notion de sol vivant, qui sont apparues petit à petit. Et puis finalement, ce livre, il a été un peu rattrapé aussi par l'actualité, puisque comme vous le savez sans doute, est sorti ce zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience de 2021 et qui a fait beaucoup de bruit et qui, d'une certaine façon, le livre s'adresse aussi à ça. Alors les sols, au début, pour moi, c'était un support, c'était une surface, et puis c'est devenu une épaisseur, une profondeur, et une profondeur aussi bien physique, géologique, matérielle, mais aussi une profondeur historique à laquelle je me suis intéressé. Parce que je me suis dit, finalement, cette polysémie des sols, puisque beaucoup de disciplines s'intéressent au sol, mais d'une manière évidemment un peu cloisonnée, un peu fractionnée, et communiquent peu entre elles. Et je me suis posé la question de savoir si finalement nos métiers de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, pouvaient faire ce lien finalement entre ces différents métiers, en considérant non plus seulement les sols comme une surface, mais comme une épaisseur, et une épaisseur aussi dans laquelle on peut puiser historiquement dans notre propre discipline, pour savoir finalement comment les sols, au fil du temps, ont été regardés par nos professions. Et donc, il y avait cette idée de travailler sur comment on en est arrivé là. Le livre, il se décompose un petit peu comme ça. Il commence par un certain nombre de définitions. C'est l'aspect polysémique des sols, donc
les différentes définitions que l'on peut donner au sol, aussi bien d'un point de vue géologique, mais aussi philosophique. Sur les sols, c'est aussi, ça renvoie aussi aux enfers, le lieu le plus éloigné de Dieu, donc le lieu aussi où on mettait les damnés. Donc il y avait aussi cette idée-là qui a longtemps aussi été très ancrée avec la connaissance des sols et qui a empêché pendant de nombreux siècles sa connaissance et son apprentissage. Et puis petit à petit, c'est devenu un lieu d'exploitation. Puis il y avait cette idée aussi de sol comme ressource, qui est toujours un terme un peu ambigu, que moi je réfute un peu dans la mesure où ressources, on a l'impression qu'on peut puiser indéfiniment dans cette matière que sont les sols pour extraire ce dont nous avons besoin pour nos pratiques et nos fonctionnements. Et moi je préfère le terme d'alliés. Je préfère dire que les sols sont des alliés finalement avec lesquels il faut évidemment composer et pour lesquels il faut sans doute manifester beaucoup plus d'attention. Donc une première partie du livre qui s'intéresse à ces définitions, ensuite une partie qui parle de comment on en est arrivé là, finalement, pourquoi finalement on en est arrivé à définir cette question de zéro artificialisation nette, qui malgré les difficultés, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, à mettre en place, est une première en Europe de statuer. C'est la première fois qu'une loi, en tout cas dans une loi sur l'écologie, on parle des sols à proprement dit. L'eau a une loi, la loi sur l'eau, mais les sols n'ont pas à proprement dit une loi et une législation propre. Donc c'est une reconnaissance à la fois de ces milieux que sont les sols, et c'est aussi une opportunité pour réfléchir à la façon avec laquelle on peut aujourd'hui les utiliser. Pour dire aussi le danger qui pèse sur les sols, donc comment on en est arrivé là, c'est aussi cette consommation effrénée des sols pendant des années. La modernité, dont Gilles a parlé aussi tout à l'heure, a consommé de manière extrêmement forte beaucoup d'hectares de sol. Et aujourd'hui encore, en France, on consomme 30 à 50 000 hectares par an de sols agricoles en particulier, ou en tout cas des sols qui sont non artificialisés. Donc il y a tout un débat aussi sur la notion d'artificialisation, sur laquelle je reviens aussi dans l'ouvrage. Et puis ensuite, c'est l'aspect un peu plus historique du livre. Je parle de la façon dont beaucoup de figures, en particulier dans le milieu d'urbanisme, dès la fin du 19e siècle, se sont intéressées à cette question des sols. Donc on pense pêle-mêle à des gens comme Patrick Guédès, ou toute cette culture de l'urbanisme très éclairée, très empreinte d'écologie et d'environnement à l'époque. Et puis aussi, plus proche de nous, des gens qui se sont intéressés à l'orée des années 70, un peu au moment des grands mouvements liés à 1968 et à toutes ces époques-là, dont Anne-Marie a parlé aussi au travers des enseignements de l'architecture, qui ont un peu reboosté un petit peu les choses et qui ont un peu amené à s'intéresser à ces milieux naturels qui étaient complètement effacés, et le lien avec le vivant, avec les vivants, et pas simplement les vers de terre, était à nouveau porté à connaissance. Et puis c'est aussi, j'en parle aussi dans le livre, l'émergence de nouvelles pratiques, et surtout de pratiques liées au paysage, avec des figures comme Mary McHargue aux États-Unis, qui a été un des pionniers de la reconnaissance des sols et d'une analyse scrupuleuse de chaque strate, chaque horizon des sols, et qui a sans doute inspiré beaucoup de paysagistes européens qui pratiquent encore aujourd'hui. Et ensuite, d'arriver sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui finalement avec ces sols. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, architectes, urbanistes, paysagistes, concepteurs, d'une manière assez large, avec ces sols, comme une volonté finalement de s'emparer de ce sujet-là, de plus simplement les considérer comme une ressource, mais de les considérer comme des alliés, et une manière de faire alliance avec eux et de comprendre comment ça peut influer sur notre manière de travailler, d'implanter, de programmer, d'équiper finalement le territoire. C'est aussi, une partie du texte est aussi consacrée à l'idée que les métiers de l'architecture, les métiers de l'urbanisme, les métiers de la ville peuvent aussi produire de la connaissance sur les sols. On pense beaucoup à l'ouvrage de Terraforma, qui est un ouvrage assez connu, mené par Frédéric Gaëtoetti, entre autres, et qui produit des nouvelles représentations des sols. Et c'est une invitation aussi à ce que les architectes et les étudiants en particulier s'emparent aussi de ce sujet-là pour inventer de nouvelles représentations, de nouveaux imaginaires pour entrevoir ou concevoir des nouvelles pratiques et des nouvelles façons de composer avec les sols. Donc les termes du débat, ils sont là. Et puis il y a aussi un zoom sur une période particulière, plus récente, qui va sans doute faire l'objet d'ailleurs d'une suite de ce travail de recherche sur les sols. C'est la période, disons, du projet urbain qui a émergé justement à la fin des années 70 dans des débats frontaliers italiens et français en particulier. Et l'idée peut-être de s'intéresser à cette période-là et de commencer dans le livre, en tout cas, à regarder ce que cette somme documentaire, cette somme intellectuelle qui a été
été produite, assez florissante de ces années-là, nous dit justement de nos environnements et des sols en particulier. Alors il y a évidemment un texte fondamental que je cite dans l'ouvrage et que je suis d'ailleurs en train de traduire, Progetto di Suelo de Bernardo Secchi, un texte qui a été paru dans la revue Casabella de 1986 et qui est un texte assez fondateur par rapport à l'attention qu'on peut avoir au sol au moment où émergeaient des discussions en Europe, entre, par exemple, Bernard Huette, fondateur de l'école où j'enseigne, et Vittorio Gregotti, qui se déchiraient un petit peu autour de cette question de la modernité et de ce que l'on devait garder de ça. Et c'est qui, finalement, en 1986, nous traçait déjà un axe, une voie, en disant, mais finalement, les sols, c'est la trace de tout ça, c'est le réceptacle de toutes ces manifestations, et c'est peut-être aussi cette inspiration-là que j'ai souhaité développer dans l'ensemble du livre. Alors, il y a d'autres figures aussi, puisqu'on reprend l'expression d'Anne-Marie tout à l'heure, sur un certain nombre de personnages qui sont clés dans l'appréhension des sols, des environnements, dans l'acte d'aménager et d'équiper les territoires. Il y a évidemment André Corbeau, cet historien suisse, qui a écrit aussi un texte, Aptitude territoriale, l'aptitude des territoires, pardon, qui parlait justement de ce renversement sans doute nécessaire dans la manière de concevoir les territoires, en considérant plus les sols comme d'une surface, comme je l'ai dit précédemment, mais les considérer comme la question même de la programmation. Et d'avant de programmer ou d'avant d'équiper un territoire, de regarder ce qu'il y a, d'être attentif, d'être dans une démarche d'attention, d'observation, d'enquête sur les territoires, pour non seulement imaginer leur devenir, mais faire ce devenir en fonction de leur capacité propre à accueillir des territoires. Donc c'est une inversion assez forte des paradigmes du projet. Et donc, voilà, donc je croise un petit peu toutes ces références-là. Et puis l'ouvrage, pour terminer mon propos et terminer l'ouvrage aussi, se termine un peu sur un essai, sur une forme de prospective qui repart elle aussi d'une hypothèse qui avait été posée par un homme politique français qui s'appelle Yves Dauge, qui était le maire de Chinon et qui a été sénateur et qui avait imaginé dans les années 70 la métropole Jardin et qui était une sorte de revisitation à la fois de l'idée de la métropole dont on parle beaucoup aujourd'hui, donc qui est au cœur aussi des discussions sur la question des sols, de la densification, de travailler sur l'existant, etc., mais qui l'étendait à des territoires plus larges pour justement prendre cette notion environnementale à bras-le-corps dans la définition du projet et de ses extensions. Donc, voilà, pour dire qu'aujourd'hui, ça se termine un peu par une déclaration finalement, de dire qu'aujourd'hui on est face à un sujet majeur qui est la question des sols. Samuel en a parlé tout à l'heure, ça fait l'objet d'énormément de littérature et d'écrits d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, mais parce qu'effectivement c'est peut-être un moyen de s'emparer de ce sujet-là d'une manière assez forte et peut-être à l'instar de ce qui s'est passé à l'après-guerre et avec les 30 Glorieuses, de reprendre finalement les mêmes items qui avaient été développés et de les retourner pour justement essayer de les faire en faveur des sols et d'aménager en fonction et grâce aux sols qui sont nos environnements et nos supports de nos activités. Voilà, très rapidement, le résumé du livre. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, je te propose aussi peut-être qu'on comme ça on garde un temps de questions à la fin. Fanny Lopez, historienne, professeure à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, cofondatrice, j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour Gilles, du LIAT, co-directrice, ou pas cofondatrice, co-directrice du LIAT, et donc qui va nous présenter à bout de flux aux éditions Divergence. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. J'étais très heureuse d'être ici et d'écouter mes collègues et camarades. Alors, pour resituer un petit peu l'histoire de ce livre, il est issu en partie de mon habilitation à diriger des recherches, qui est un projet, disons, académique qu'on présente généralement plusieurs années après la thèse, qui permet d'en encadrer à son tour un projet d'HDR qui s'appelait Architecture et urbanisme de l'électricité, crise et transformation d'une infrastructure moderne. Et avec ce titre aussi, ça permet un petit peu de situer mes travaux qui sont, disons, au croisement de l'histoire de l'urbanisme et de l'électricité. Donc je m'intéresse aux objets, infrastructures, on va dire, de cette entité infrastructurelle, de cette matrice infrastructurelle qui se développe depuis la fin du 19e. Donc cet ouvrage, finalement, part de la question numérique
pour s'intéresser ou mieux revenir sur la question de l'électricité. Mais une des parties de la HDR, par ailleurs, était consacrée, notamment l'INEDI, aux data centers, aux objets data centers, au territoire des data centers, s'appelait dans le grand parc des machines, donc sur ces objets-là. Objets qui apparaissent, disons, comme une nouvelle figure infrastructurelle. L'histoire du numérique, elle remonte, on pourrait la dater au lendemain de la guerre. Elle a une généalogie assez complexe, mais le déploiement de cette entité data center est assez récente. Avant, on appelait ça des hôtels télécoms. Alors, elle s'inscrit et elle se distingue quand même de l'histoire des télécoms. Et ça, c'est aussi intéressant à mentionner. C'est un peu une sorte de bifurcation, d'évolution un petit peu technique, puisque l'histoire du patrimoine des télécoms, elle est aussi super riche. C'est une histoire qui a été faite par des historiens des télécoms sous le parc. Sous les Tuileries, vous avez un des plus grands centrales téléphoniques que la ville de Paris, même que l'Europe ait connu. C'était un des plus grands centrales téléphoniques d'Europe, conçu au moment du rattrapage téléphonique en 1976, donc sur le foncier de la ville de Paris. Donc voilà, un immense site assez troublant. Il y en a d'autres. Et finalement, les data centers ne sont pas venus s'insérer dans ces espaces-là, mais constituent, disons, un nouvel ensemble infrastructurel, notamment pour des raisons techniques, parce que les plateaux informatiques sont plus lourds, donc pour des raisons structurelles liées à des questions d'aération, etc. Donc, nouvelle entité infrastructurelle qui apparaît, qui s'inscrit dans tous les bouleversements liés à la vie numérique, pour dire les choses largement, qui est un peu rapidement. Ces data centers qui sont des grands dévoreurs d'espace et de foncier. Et c'était aussi le souci finalement de s'intéresser un petit peu, alors non pas seulement à la question de la matérialité du numérique, à ses figures construites, etc., mais aussi au fait que c'était souvent des lieux ou des espaces qui manquaient cruellement d'architecture. Lors d'une interview avec quelqu'un qui s'appelle Fabrice Cocchio, qui est le directeur d'un des plus gros opérateurs français de data center qui s'appelle Interxion, qui maintenant a fusionné avec le premier mondial Digital Reality, qui a notamment construit les grands data centers de la Courneuve. Là, vous avez peut-être vu ces grands bâtiments. Me disait, on en discutait, dans le cadre d'un entretien. Et donc, il avait eu cette phrase que j'avais trouvée assez frappante. Au 19e siècle, on construisait des infrastructures ferroviaires. Au 20e siècle, on construisait des routes. Et là, au 21e, on construit des data centers. Donc, cet opérateur privé qui se positionne finalement comme un constructeur d'infrastructures publiques. Alors, ça renvoie aussi à toute l'histoire de l'architecture des infrastructures, qui est aussi un des grands sujets du laboratoire, le LIAT, sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Il y a une histoire architecturale de l'infrastructure. Le fait qu'il n'y en ait pas pour les data centers, elle est multiple, et je ne reviens pas forcément là-dessus. Mais c'est aussi un point, en tout cas, que j'essaye d'éclairer dans l'ouvrage, un petit peu ces raisons du manque d'architecture, et aussi tous les rapports entre public et privé qui apparaissent notamment, et là on arrive petit à petit sur la question de l'électricité, puisque ces opérateurs privés saturent les réseaux électriques, et on a souvent l'image, en gros les data centers, c'est des objets dispatchés peut-être dans des territoires ruraux ou en zone périphérique. Or, avec l'accroissement du numérique, en fait, c'est l'ensemble des territoires qui sont concernés par cette croissance, avec la 5G, la 6G, l'ensemble des objets connectés, et qui nécessitent finalement de construire des data centers partout, puisqu'ils sont tous en réseau. Et à un moment donné, c'est la question de la taille du fil, en tout cas de la distance, qui compte, et chaque millimètre compte. C'est toute cette question de la latence. Donc des grands dévoreurs d'espace et d'électricité, et qui viennent aussi, notamment ces opérateurs privés, saturer les réseaux électriques publics, et donc Enedis et RTE qui se trouvent en grande difficulté. Et ça me renvoie aussi à une des origines de la recherche, en fait, qui est partie d'un travail que j'avais fait avec une collègue urbaniste qui travaille à l'Institut Paris Région, qui s'appelle Diguet, qui était programme de recherche ADEME, qui a été poursuivi par une commande d'RTE et d'Enedis dans certains pays européens, notamment en Suède, aux Pays-Bas,
et en Irlande, qui était une demande un petit peu d'enquête pour voir comment les opérateurs historiques de l'électricité faisaient face à cette demande croissante d'électricité dans ces pays qui sont notamment les pays dans lesquels on a le plus de data centers de très grande échelle, donc ce qu'on appelle les hyperscales, et la façon dont les services urbains, que ce soit à Amsterdam mais aussi à Stockholm, les services d'urbanisme de la ville vont s'associer avec les opérateurs réseaux historiques pour finalement faire des moratoires, dédier des zones, créer des plateaux numériques autour de l'aéroport de Schiphol. Il y a une zone numérique, on parlait des zones tout à l'heure, des zones, etc., qui va être dédiée à ce développement infrastructurel. Donc voilà, une sorte de double problème et des conflits d'usage aussi qui apparaissent et qui posent aussi des problèmes dans le cadre de l'aménagement urbain, puisque dans le cadre des lois de transition énergétique, on a toute la question de l'électrification des usages, notamment pour la mobilité, mais pas que, qui apparaît en haut de l'agenda, et le numérique en parallèle, lui aussi, dans sa croissance, vient littéralement perturber les réseaux électriques, et c'est aussi le cas en Île-de-France. RTE et Enedis se retrouvent en grande difficulté. Alors RTE, c'est l'opérateur de transport, c'est les grandes lignes à haute tension, 400 000 volts. Enedis, on est plus sur c'est la distribution électrique, donc plus en lien avec les territoires. Et ces opérateurs réseaux qui surréservent des grandes quantités d'énergie, aussi pour réserver des parts de marché. Enfin voilà. Donc c'est une histoire comme ça un peu complexe. Et finalement, ce projet d'HDR, donc cet inédit, il a donné lieu à 2 publications. Donc celle-ci à bout de flux qui se présente un peu plus comme un essai, disons un peu plus démonstratif, qui arrive assez vite à la question de comment on hérite en fait de notre infrastructure électrique vieillissante, qui est aussi bousculée par ce numérique, qui ne fait finalement aussi que renforcer un modèle électrique extrêmement centralisé qui a été pensé, on pourrait dire le génie électrique en gros n'a pas bougé depuis les années 50. Je discute beaucoup, j'ai des collègues chez RTE et Enedis, mais on a une structure réseau qui pose tout un tas de questions, et on se retrouve aujourd'hui à un moment historique, une fenêtre peut-être un peu particulière, puisque ce réseau électrique, il est à la fois vieillissant, on hérite de matrices qui vieillissent, d'infrastructures sur lesquelles il faut intervenir, des matérialités qui s'abîment. Il fait aussi face à des crises, donc crise environnementale, etc. La transition énergétique qui oblige à intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable, et donc finalement à créer des flexibilités réseau, à venir travailler sur cette structure. Et puis ces bouleversements aussi politiques du privé et ces rapports privé-public, notamment avec les data centers. Donc cette crise de l'infrastructure électrique, renforcée finalement par cette dimension numérique. Il y aurait plein de choses à dire. Je peut-être dire aussi, alors c'est une sorte de diptyque en fait, ce travail sur le numérique, parce qu'il y a à la fois ce texte-là et puis un texte qui est peut-être un peu plus académique aux éditions Métis Press, qui est sorti, qui est plus récent, qui s'appelle Sous le feu numérique, spatialité et énergie des data centers, là qui est vraiment beaucoup plus de l'enquête, qui est plus dédié là aux data centers. Celui-ci, à la fin, en fait, c'est plus un prétexte pour parler de ce réseau électrique, de la question de sa transformation, comment on hérite, est-ce qu'on peut transformer une infrastructure moderne de ce type-là, qui induit aussi des modes de consommation. Cette matrice infrastructurelle, elle induit des modes de production, des modes de consommation. Elle a été pensée à la fin du 19e siècle. Dans l'imaginaire aussi des architectes, elle a beaucoup influencé les architectes et les urbanistes. Il y a, le réseau a aussi été un territoire de projets, pour en citer qu'un. La superstructure de Superstudieux, le monument continu, c'est une grille électrique. C'est clairement dit. Il y a tout un tas d'architectes depuis la fin du 19e se sont beaucoup intéressés à ce réseau électrique. Aujourd'hui, c'est surtout un territoire qui est discuté, ou en tout cas ces transformations ou ces évolutions sont discutées dans le champ de l'ingénierie. Et à la fin de l'ouvrage, il y a aussi un peu une tentative d'essayer de ramener ce sujet-là, disons, dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme, en disant que c'est aussi une préoccupation pour nos disciplines et pour les disciplines de l'aménagement. Voilà. Alors, je n'ai absolument aucune idée de si j'ai parlé de 2 minutes ou 10, mais voilà, ça devrait suffire. Très bien. Merci à vous.
Là, il n'y a plus de surprise. Je crois. Merci beaucoup. On va entendre David Malo, architecte, docteur en architecture, qui participe au pôle recherche de l'agence TVK et qui va nous présenter l'architecte au joueur. Est-ce que ça embête certains ou certaines si j'ouvre un peu la fenêtre? Parce que je crois qu'on a... notamment, ça vous dérange pas trop ça vous... Ok. Oui. Ça va? Non, ça va, ça fait du bien. Merci Léa pour cette invitation, merci à la Maison de l'Architecture. Et effectivement, en ce moment, je travaille chez TVK, mais l'ouvrage que je vous présente, il est issu de ma thèse que j'ai commencé avant et que j'ai terminé avant d'intégrer TVK. Donc c'est un travail personnel, c'est un travail qui a débuté directement après mon master en fait. Il y avait une sorte de... Donc il y a un peu un lien, en tout cas je rebondis sur les travaux d'Anne-Marie Châtelet, parce qu'il y avait une forme d'insatisfaction à l'issue du master, ou peut-être en tout cas pas une envie d'aller dessiner en agence, et une insatisfaction une volonté de comprendre en fait pourquoi on fait tout ça. Autrement dit, à l'école on apprend surtout à faire, ou on nous explique comment faire, et on se questionne rarement sur pourquoi on fait ça, et notamment à Versailles, donc où j'étais étudiant. C'était une école en plein renouvellement, donc il y avait plein de manières de faire, plein d'enseignements différents, et donc on se retrouve en tant qu'étudiant à la croisée de ces approches, même parfois au milieu de conflits, de débats, dont les ressorts ne sont pas explicites. Et c'est ça, en tout cas, quelque chose qui m'a poussé dans la recherche. Je ne vais pas vous raconter comment j'en suis arrivé à cette idée du jeu, parce que c'est un long parcours. Mais peut-être dire un autre questionnement qui traversait et qui était aussi l'envie d'aller au bout de ce travail. C'était donc là, je me posais la question, quelle est la raison derrière l'architecture, pourquoi on fait de l'architecture, et puis du coup cette envie de rationalité qui est peut-être un besoin de se rassurer quand on est jeune aussi. Elle renvoyait à une intrigue qui était aussi en train de s'amorcer dans les écoles, le rapport entre recherche et projet, avec le doctorat en architecture qui était nouveau. Moi, je suis dans les premières générations de ce doctorat en architecture, et voilà, donc le rapport entre une démarche scientifique, une démarche créative. Je pense qu'en tout cas mon livre rejoint un peu ce que disait Gilles Delalex tout à l'heure sur l'unité, en fait. En tout cas, j'ai étudié des architectes qui étaient aussi dans une forme de recherche, qui ont écrit énormément, notamment Aldo Rossi, il a fait une sorte d'archive, un peu, son autobiographie scientifique, qui sont des matériaux intéressants pour essayer justement de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le rapport entre projet, ou une forme d'expression qui est le projet, et une autre forme qui est le discours, le récit. C'est vraiment ça qui est au cœur de la réflexion, et qui n'était pas forcément dès le départ, mais qui est un peu l'aboutissement de ma recherche. Voilà, donc... L'idée du jeu, elle est arrivée un peu de manière détournée, notamment à cause du numérique, parce que le tout début de ma thèse, c'était les rapports entre numérique et architecture. Donc, n'essayez pas de comprendre. Mais j'étais tombé sur Buckminster Fuller, donc cet architecte américain, inventeur, qui avait développé le Word Game. Donc, c'est un des chapitres du livre. Le Word Game, c'était un jeu de stratégie pour faire des scénarios d'infrastructures du monde. Il fallait se partager les ressources, essayer de les économiser. Donc c'était un dispositif pédagogique. Donc le livre, aujourd'hui, il est structuré en 4 chapitres. Je ne vais pas revenir sur ces 4 chapitres. Je vais peut-être dire un mot de cette idée du jeu et du titre, l'architecte-joueur. Et puis ensuite, vous proposer différentes traversées du livre, puisque il y a 4 enquêtes qui sont structurées de la même manière, et du coup qui correspondent à des types de jeux, et du coup il y a aussi une autre manière de le voir, et peut-être chacun va lire différemment ce livre en fonction de certains niveaux d'interprétation du jeu, en fait, qui se cumulent dans le livre. Donc architecte-joueur, peut-être il y a une citation qui est dans l'introduction de Bernard Tchoumi, qui est un des
architectes qui a essayé d'aller dans cette question du jeu et de théoriser sa pratique à travers l'idée de jeu. Il dit le jeu de l'architecture, c'est une joute complexe avec des règles que l'on peut choisir d'accepter ou de rejeter. Donc il synthétise assez bien toute une pensée d'une époque, on va dire que l'époque de la pensée du jeu, elle éclate vraiment après-guerre. Hein. Et le jeu il se structure entre la règle et sa transgression. Le jeu, c'est un mouvement, c'est une activité. Et quand on joue, on va jouer avec les règles et les transgresser. Ça, c'est une approche qui s'ancre, une définition du jeu dont je détaille un peu différents auteurs, mais qui s'ancre dans une double approche du jeu, la psychanalyse et l'anthropologie. C'est à partir du 19e siècle, on s'est mis à ne plus considérer le jeu comme l'activité futile des enfants, mais comme quelque chose vraiment structurant dans la société, structurant dans l'évolution du cerveau et la psychologie de l'individu. Et finalement, d'un point de vue fondamental, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée du jeu ? C'est le rapport au réel, donc la question de l'imaginaire, la règle et sa transgression. C'est aussi la manière de prendre un micro et de dire une baguette magique qui vous ensorcelle tous. Et donc, c'est cette capacité. Dans le jeu, il y a cette capacité à se superposer le monde réel avec un monde imaginaire. Il y a des liens entre les deux, évidemment. Et donc, c'est en cela que moi, j'ai trouvé ça hyper puissant pour parler du projet, puisqu'on est en train de regarder un site ou un programme, ou en tout cas des données réelles, et puis tout d'un coup, d'en faire autre chose. Voilà. Donc, du coup, 4 manières de traverser les enquêtes que je vais du coup évoquer en termes d'exemple. En fait, le jeu, du coup... c'est une activité fondamentale, c'est quelque chose c'est une manière d'utiliser notre cerveau, on va dire, notre psychisme, et du coup, il y a différentes manières de l'interpréter. Il y a différents niveaux d'interprétation, et c'est ça que je dévoile un peu comme les couches d'un oignon, petit à petit dans les enquêtes. Donc, il y a une première strate, c'est ce que j'appelle, pas dans le que là j'ai appelé pour ce soir les terrains de jeu, c'est-à-dire c'est quoi, à quoi on joue, à quoi chacun des architectes ou artistes que j'ai étudiés y joue. Un exemple, le premier chapitre, ça parle des situationnistes et de Constant. Donc Constant Nieuwenhuis, un des membres de l'international situationniste. Donc c'est des histoires qui sont un peu connues, c'est des projets assez paradigmatiques que j'ai étudiés. Et du coup, une première strate aussi, j'ai rassemblé différentes informations qui étaient là, qui permettent de rentrer dans voilà, une pratique un peu créative, spécifique à une époque. En fait, dans le livre, on plonge comme ça à travers 4 chapitres, donc les situationnistes, Aldo Rossi et la question donc le théâtre del Mondo. Ensuite, Cedric Price, le Fun Palace, et enfin Buckminster Fuller dont j'ai parlé. Donc, je les ai rassemblés quand même dans une époque que j'appelle une époque joueuse. Donc on plonge dans ce moment-là où il y a eu beaucoup d'expérimentation. On est aussi dans la crise du mouvement moderne. Donc le jeu est même exprimé, saisi par ces artistes ou architectes comme une manière de casser, déconstruire les règles de l'époque précédente. Donc ça, c'est la première strate, et on retrouve des repères qui sont plus ou moins présents dans l'enseignement aujourd'hui. Cedric Price, qui est en train dont on fait aujourd'hui beaucoup plus l'exégèse, mais donc je me suis aussi appuyé sur des figures connues parce que j'avais besoin de matériaux pour pouvoir rentrer dans l'interprétation de leur processus créatif. Deuxième strate, je vais aller peut-être un peu plus vite. Donc, les types de jeux. L'ouvrage, il est structuré autour de manières de jouer. Le labyrinthe, le théâtre, le jeu de construction, le jeu de stratégie. Ça suit l'évolution cognitive d'un enfant. En fait, c'est les différents jeux auxquels il va s'intéresser au fur et à mesure. Une manière de traverser le livre, c'est aussi par les images. En fait, le livre est beaucoup illustré. C'était un travail à la fois au moment de la thèse et ensuite en lien avec l'exposition qui est née de la thèse, qui s'appelle Architects at Play, qui a circulé à Bruxelles, Lisbonne et Genève. Et donc il y a beaucoup d'images parce que c'est aussi le matériau que j'ai utilisé. J'ai analysé des textes et des images. Et il y a
ce plaisir, donc les types de jeux, donc c'est les règles du jeu en fait, donc le labyrinthe, le théâtre, le jeu de construction, le jeu de stratégie, et il y avait un peu le plaisir dans, je pense, j'espère avoir, en tout cas moi j'ai pris du plaisir à rassembler des images, à faire comme font souvent les chercheurs, faire des liens entre des œuvres d'art, le projet de tel architecte, etc. Mais aussi d'autres corpus qui sont arrivés avec l'exposition, qui sont des corpus du fait que la première expo s'est créée au CIVA, donc il y a des corpus de l'histoire de l'architecture moderne, et ça permet aussi de faire des sortes de dézooms de l'époque que j'ai étudiée, de montrer qu'il y a finalement aussi des liens, et que je ne veux absolument pas dire que les architectes modernes n'étaient pas des joueurs. Voilà. Et puis il y a des jeux qui sont de la collection du musée suisse du jeu, qui sont qui me servent vraiment dans des dispositifs d'analogie. Souvent, il y a des diptyques dans le livre qui permettent justement à la troisième strate, ces types un peu, donc les types de jeux, ils amènent à des types d'expériences. Qu'est-ce qu'on vit, quelles sont les émotions qu'on a quand on joue au labyrinthe ou au théâtre ou au jeu de construction, au jeu de stratégie. Donc là, cette analyse-là vient articuler donc des schèmes, des dispositifs mentaux. Donc je me suis appuyé sur Jean Piaget, qui était assez pratique, qui suivait cette évolution de l'enfant. Et puis, donc j'ai essayé de voir comment ça se traduit dans une manière de dessiner. Donc les matériaux que j'étudie, c'est beaucoup des matériaux d'esquisse, de début de projet. Et puis comment ensuite ça se transmet, ça se transforme en une expérience qui est l'expérience que vont avoir les usagers de l'architecture qui est proposée. Donc si je prends un exemple, le chapitre sur le théâtre, donc c'est avec Aldo Rossi, c'est peut-être un exemple facile aussi pour raconter. Donc le Teatro del Mondo, que je pense que vous connaissez, ce petit théâtre flottant dans la lagune de Venise pour le carnaval et pour inaugurer la première biennale d'architecture. Et voilà, donc c'est quoi l'expérience? Là, Rossi, il est dans une réflexion sur la mémoire de la ville et sa propre mémoire. Et le Teatro del Mondo, il arrive justement un peu à synthétiser la première phase de la carrière de Rossi qui réfléchit aux formes de la ville qui sont monumentales. Et puis la deuxième partie où il parle plus de ses obsessions formelles. Et du coup, lui, pour créer, il fait un voyage dans sa mémoire et puis il propose aux spectateurs du carnaval de venir comme ça partir dans l'imaginaire, dans le rêve, avec cette forme qui a été épurée au maximum, comme un joujou barbare. C'est une expression de Baudelaire que j'utilise. C'est finalement un jouet avec quelques détails. Ça nous permet de partir dans un monde imaginaire. Il n'y a pas besoin d'avoir toute la précision technique, notamment en architecture. Et dernière strate, je ne sais pas si je suis trop long, voilà, j'arrive à la fin. Dernière strate, ça renvoie à ma question du pourquoi et aussi qu'est-ce qui nous pousse à jouer en fait, qu'est-ce qui pousse ces personnes que j'ai étudiées à créer. Et ça renvoie là, du coup au thème du désir qui structure aussi, qui est un peu l'aboutissement de chacune des enquêtes. Et que j'ai essayé du coup là de deviner à partir d'écrits essentiellement. Et donc il y a un peu du profiling psychologique, mais l'idée c'est pas de rentrer vraiment dans l'histoire personnelle de ces créateurs, mais c'est plutôt d'essayer de voir qu'est-ce qui les anime. Donc il y a le thème du drame pour les situationnistes, la question d'avoir des sensations fortes. Donc dans le labyrinthe, on est à la recherche de la sensation, du rapport au corps. Dans l'enquête sur Aldo Rossi, le théâtre, il y a la question de la nostalgie, qui est très présente là pour le coup, à déjà traité. Pour Cedric Price, que je pense qu'il est aussi le chapitre peut-être le plus étonnant ou inédit par rapport à ce qu'on peut connaître, c'est le thème de l'ironie en fait que j'ai essayé de creuser. Price, c'est un journaliste en parallèle d'un enseignant et il fait des gazettes un peu dans des tabloïds. Et il a une manière très anglaise, d'un humour très anglais, de venir
casser l'actualité en faisant des collages, des découpages, des petits schémas, des croquis, et avec une grande ironie, il déconstruit le monde et du coup il reconstruit ensuite sous forme de jeux de construction, il assemble des programmes, il invente d'autres manières de faire de la ville. Voilà. Et dernière émotion, c'est l'harmonie de Buckminster Fuller, je ne rentre pas dans les détails. Et cette dernière strate, pour moi, elle est importante parce qu'elle renvoie aussi finalement à la question du sens que j'ai évoqué au début. Et je pense ça renvoie donc à un questionnement personnel sur à quoi ça sert tout ça, mais je pense que c'est aussi une question vraiment d'actualité dans le sens où on est dans une discipline en crise, on est dans des transitions, on est dans un monde en crise et au fond... J'espère qu'à la lecture du livre, en fait, chacun d'entre nous, qu'il soit architecte, qu'il soit créateur, qu'il soit enseignant, je pense qu'il y a différentes manières de rechercher ce plaisir du jeu qui est à la base de notre activité. Voilà. C'est le moteur de la création. C'est aussi, du coup, peut-être la rationalité de l'architecture, elle s'ancre dans ce jeu. Merci beaucoup, David. Peut-être que j'invite, alors désolé, la salle est petite, les intervenants et intervenantes, sinon la salle est petite, on se voit tous en même temps. Peut-être, oui, mais c'est peut-être un peu formel. S'il y a des questions sur le... Eh ben, hop. C'était sur la... Ah oui, c'est vrai que ça fait rien du tout. C'était une question sur les sols. Moi, ce que j'avais compris sur les sols et sur les zones d'artificialisation nette, c'était effectivement d'une part qu'il fallait arrêter de les gaspiller, mais que également les sols sur lesquels on n'avait rien construit étaient de toute façon des sols en voie d'appauvrissement par l'usage des insecticides, par l'usage des engrais, et que la question est beaucoup plus large que simplement ne pas construire sur ces sols-là. Et donc, si tu veux, quand je pense à un sol vivant, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des gens qui travaillent sur ces questions-là et qui sont des questions où le substrat du sol est quelque chose qu'il faut retrouver parce qu'il est manifestement, dans beaucoup d'endroits où on a pratiqué l'agriculture intensive, ces sols sont, entre guillemets, morts. Donc même si on construit dessus, ils sont morts. Tu vois. Donc la question, je pense, est plus large que ça. Que simplement ne pas construire sur des sols où il n'y a pas quelque chose dessus. Non, mais tu as tout à fait raison, parce que c'est toute la difficulté de l'application du zéro artificialisation nette et de l'article 192 qui essaye péniblement de définir ce qu'est l'artificialisation. Parce que justement, la règle, c'est aujourd'hui, c'est de dire les terrains non artificialisés, c'est grosso modo ce qu'on appelle les ENAF, on adore les acronymes en urbanisme, les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et on sait, tu viens de le dire, que les terrains agricoles sont pour la plupart très artificialisés. Donc il y a une espèce de non-dit dans tout ça qui est, la question de l'agriculture. L'actualité nous rattrape aujourd'hui, je crois, avec les manifestations. Donc on voit bien le sujet, quand on voit les récriminations, ce que réclament les agriculteurs ou ce que contestent les agriculteurs, c'est exactement ce dont on est en train de parler, l'artificialisation des sols, l'usage de pesticides, etc., etc. Donc il y a un vrai clivage qui s'opère là, on le sait. Et puis il y a aussi la difficulté à ne pas savoir définir ce qu'est un sol vivant ou ce qu'est un sol non artificialisé, tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que des sols renaturés, des jardins de maisons individuelles sont des sols... plus vivant que la plupart du terrain du plateau de la Beauce, par exemple. Donc, effectivement, ça pose cette question-là, mais c'est un impensé de cette règle qui, effectivement, a comme défaut, je trouve, d'abord d'être une règle de la calculette, c'est-à-dire qu'on est sur des quantités. On va réduire en 2025 la moitié, puis en 2050, on arrête. Bon, mais on ne sait pas très bien comment on va faire, ni pourquoi on va le faire. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le pourquoi. Et puis d'autre part, on ne sait pas très bien comment on va, quelle alternative on va proposer véritablement.
Et c'est bien le sujet, enfin, ce que j'essaye un peu d'approcher dans mon bouquin, et puis le cours qui a permis de le faire aussi, j'ai oublié de le dire, c'est aussi de se dire peut-être qu'il y a des manières de concilier justement ces nouveaux sols non artificialisés que sont les jardins, etc., avec des urbanisations. Et peut-être cette intention des sols, il faut peut-être l'amplifier et pas simplement s'en tenir aux définitions officielles, mais d'essayer d'avoir une attention plus pointue sur ce qu'est un sol véritablement vivant. Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment le sujet majeur, quoi. Juste pour rebondir, et je continue, désolé Patrick, sur cette question du sol, c'est vrai que moi j'étais très étonnée. On a reçu ici François Bayrou, je raconte souvent cette anecdote pour le CNR, sur le logement. Et la première chose qu'il a formulée, c'est oui, il y a le ZAN, mais vous inquiétez pas, on a identifié toutes les friches. Et donc on va aller construire sur les friches. Et les friches, on sait que, pas toutes, mais certaines sont des réservoirs de biodiversité très, très intéressantes et importantes, quand des sols agricoles, ce que tu viens de dire, sont assez pauvres. Et donc, forcément, ce rapport au sol, c'est finalement un rapport aussi très abstrait, où le sol, où qu'il soit, quel qu'il soit, à partir du moment où on a considéré qu'il n'était pas, voilà, pas artificiel, voilà, et ça pose la question aussi de la manière dont on arrive, tu peux t'évoquer les situationnistes tout à l'heure, il y a la notion de spectaculaire intégré, se dire comment on arrive avec le jeu, tu l'évoquais comme quelque chose de transgressif, et puis le jeu, finalement, c'est quelque chose qui a complètement été aussi absorbé par une forme de néolibéralisme qui utilise le jeu et une transgression inoffensive de manière très, très efficace. Et de même que le ZAN pose aussi des questions, à la fois c'est quelque chose qui peut avoir l'air très radical et très fort politiquement. En fait, on voit que finalement, c'est aussi, dans ses nuances et dans son épaisseur, c'est pas forcément... je ne sais pas ce que tu en penses. Très rapidement, puis je vais passer la parole à David, mais oui, je pense que justement, c'est dans les impensés du ZAN ou dans ces contradictions que je pense qu'on a à agir, effectivement. Parce qu'il y a de la pédagogie, il y a de la représentation, comme je le disais tout à l'heure. Tu parles des friches, il y a un paragraphe du bouquin qui s'appelle « Les friches, un nouvel Eldorado », point d'interrogation, parce qu'effectivement, tout d'un coup, devant la raréfaction du foncier, les friches, alors, définition des friches, c'est compliqué aussi, parce qu'il y a des friches agricoles, des friches industrielles, etc. On a tendance à se précipiter dessus. Or, comme tu l'as dit très justement, la plupart des friches sont aussi des réservoirs de biodiversité. Donc en fait, il faut savoir où on veut placer le curseur, et c'est là où je pense que la revisitation d'un certain nombre de théories, de doctrines de nos professions, en particulier urbaines, nous permettent peut-être de refonder justement une manière de faire et une manière d'appréhender ces territoires dans leur complexité, et pas simplement dans des classifications qui seraient celles des ENAF qui ont le mérite d'être claires, mais qui en même temps ne le sont pas du tout, quoi. Je veux bien rebondir, effectivement, peut-être ça peut être une manière de préciser ce que j'ai dit, c'est que l'époque joueuse que j'ai étudiée, c'est une époque radicale aussi. Et effectivement, souvent, quand je dis que je travaille sur l'architecte joueur, etc., on se met à me parler de jeux vidéo ou de terrains de jeu pour enfants, ou qui sont des sujets en soi, mais en tout cas qui ne sont pas mon sujet. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la capacité à imaginer radicalement quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'il y a dans le jeu. Et donc à transgresser un état de fait. Et c'est à ça que j'appelle aussi en conclusion à venir à chaque... voilà, il y a des règles sociales, il y a des règles, il y a des normes, il y a tout un tas de choses. Il y a des règles disciplinaires aussi qu'on sait, ou des routines. Et c'est ça que le jeu peut casser. Et ça passe pas forcément par un workshop ludique. Hein. C'est vraiment le jeu au sens de l'imagination. Et je veux juste rebondir, de dire que dans les images de l'expo, il y a des dessins de Luca Merlini qui est ici présent. Donc, je trouvais ça important de le saluer, qui justement a une manière de transformer radicalement le réel par le dessin. Et c'est ça qui est au cœur de ce livre, hein. C'est pour pas qu'il y ait de malentendus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, moi j'avais une question pour Anne-Marie Châtelet. Je me demandais, au regard de la longue recherche que vous avez menée, vous l'évoquez à plusieurs, et voilà, sur un temps long,
Comment vous avez appréhendé ce qu'il s'est passé? Quelle observation vous avez pu faire de ce qui s'est passé dans les écoles d'architecture il y a quelques mois? Comment est-ce que, en mobilisant, voilà, que ce soit le livre ou plus largement la recherche, est-ce que vous avez des indices ou un regard peut-être un peu différent du nôtre à porter sur ce qui s'est passé et qui, dans certaines écoles, continue de... Je crois que je ne serai pas d'une grande utilité. Nous livrons des éléments, après à chacun de s'en emparer. Hein. Je pense aussi une des grandes difficultés, c'est-à-dire qu'à l'origine, un peu une des idées qui a été du moins partagée par un certain nombre d'entre nous, c'était de se dire que finalement l'enseignement tel qu'on le voyait aujourd'hui n'était peut-être pas si loin de l'enseignement tel qu'il était aux Beaux-Arts. Et que la période de 68 a fait penser que tout a voltigé et qu'on est reparti à zéro. Et en réalité, il y a beaucoup plus de perméabilité qu'on imaginait. Donc le pari est de permanence, oui. Et donc le pari, c'était un peu ça. Il faut dire que malheureusement, le travail d'historien est un peu compliqué et que travailler sur de la matière actuelle, c'est très très compliqué, surtout si on parle des gens. Alors là, ça devient complètement impossible. Ça veut dire pour ce livre, je veux dire, bon, les archives vous interdisent de consulter des dossiers personnels tant qu'ils n'ont pas 50 ans. Les personnes dont on parle, alors ça c'est encore pire. Donc bon, je pense que voilà, c'est difficile de tenir ce pari, mais l'idée c'était un peu celle-là, et j'en suis moi-même convaincue, c'était une de mes hypothèses. Et donc je pense que peut-être il y a à trouver dans cette histoire des éléments d'explication sur ce qui se passe aujourd'hui, avec cette espèce de récurrence qui revient, des traits et des comportements qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on a connus aux Beaux-Arts, mais qui ne s'affichent pas en tant que tels. Et je pense que, voilà, j'espère que ceux qui liront ce qui a été publié pourront se convaincre eux-mêmes ou voir eux-mêmes où se trouvent ces problèmes-là. Mais je ne vous apporterai pas de réponse directe. Merci beaucoup. C'est plutôt pour revenir à nouveau sur l'enseignement. J'avoue, quand vous avez dit qu'il y avait 50% d'enseignants, architectes, praticiens et 50% qui étaient d'autres disciplines, effectivement, c'est pas un truc c'est contre-intuitif. Moi, j'étais persuadée que c'était 80% architectes et 20%. Alors, c'était quoi? C'était des historiens, des constructeurs? Qu'est-ce qu'on enseignait? Le dessin, j'imagine? Alors, c'est très intéressant. On peut repartir très, très en avant. C'est-à-dire qu'en réalité, quand l'école des Beaux-Arts a vu le jour, l'enseignement de l'architecture, de toute façon, se faisait très peu dans les murs de l'école. Il se faisait dans les ateliers. Et les ateliers, ils étaient tenus par des chefs d'atelier, autrement dit des architectes. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'école? Il y avait quelques cours. C'était de l'histoire, c'était des cours techniques, de la construction, du dessin, beaucoup de dessin, toutes ces disciplines-là. Et pendant encore le début 20e, tous ces enseignants-là étaient ceux qui avaient les meilleurs statuts. Les architectes avaient vraiment des statuts, mais minables, pardonnez-moi l'expression, mais c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas. Ça veut dire tous les chefs d'atelier extérieurs. Pour expliquer en 2 mots, il y avait 3 ateliers intérieurs qui ont été créés en 1804, au moment de la réforme de Viollet-le-Duc en 1863. Donc ces 3 ateliers, ils avaient des chefs d'atelier qui étaient payés. Tous les autres n'étaient pas payés. Et il y avait tellement d'étudiants que le nombre d'élèves qui étaient inscrits dans des ateliers extérieurs était supérieur à ceux qui étaient inscrits dans les ateliers intérieurs. Eh bien, ils n'étaient pas rémunérés. C'est là que se passait l'enseignement de l'architecture. Le seul qui était rémunéré, c'était le professeur de théorie, qui était architecte. Mais le professeur de théorie, il avait maille à partir avec les chefs d'atelier, qui trouvaient que ce n'était pas à lui de dispenser la théorie, contrairement à ce que son titre indique. Donc, ça faisait beaucoup de problèmes. Et c'est vrai qu'après, on voit au cours du XXe siècle que peu à peu, la situation se renverse. Ça veut dire que les architectes vont peu à peu prendre la main et s'imposer, à tel point qu'aujourd'hui, on en est peut-être un peu à l'inverse. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu mon expérience, disons. C'est-à-dire que c'est vrai que peu à peu,
autant en 68, on a fait rentrer des disciplines absentes, comme la sociologie, comme l'urbanisme, comme des tas de choses qui n'étaient pas à l'école des beaux-arts et qui sollicitaient des enseignants qui n'étaient pas forcément des architectes, mais qui étaient des enseignants pris dans le monde universitaire. Autant peu à peu, on est revenu aussi un peu en arrière. Donc c'est vrai que, comme vous le dites, c'est contre-intuitif. Ça veut dire personne ne pense que jusqu'en 68, la moitié des enseignants n'étaient pas des architectes, mais étaient des enseignants universitaires et de grande pointure. C'était pas des petits à qui on demandait de venir faire quelques cours comme ça. C'était véritablement dans chaque domaine les plus remarquables. Le droit, par exemple, aussi. Enfin, voilà. Moi, j'ai une dernière question pour Fanny Lopez et Gilles Delalex. On l'a évoqué, vous travaillez ensemble au LIAT sur des questions d'infrastructure notamment. Quelle est la réception chez les étudiants de ces objets un peu encombrants de la modernité entendue au sens large, que sont les autoroutes, que sont les data centers, que sont ces monstres quelque part qui cohabitent avec nous et qui sont un peu dissonants par rapport au modèle aujourd'hui que l'on porte. Quelle est la réception de la part des étudiants? Qu'est-ce que ça génère comme type d'enquête au sein des séminaires, de recherche au sein du LIAT? Comment cette modernité, vous la faites entrer et vous la mettez en résonance avec des questions d'actualité, notamment écologique? Merci. Ça les intéresse, et par ailleurs, c'est aussi des questions, et tu l'as dit à la fin, qui sont assez sociétales. On le voit bien avec l'actualité, tous les mouvements qu'il y a eu, les soulèvements de la terre, etc., où les objets infrastructuraux, l'héritage de ce monde modernisateur pose tout un tas de questions à la façon dont on aménage le monde. Et c'est vrai qu'il y a cette question, qui est une grande question, qui est un peu comment penser la technique à l'heure un peu des effondrements. Pendant très longtemps, ces dernières années, dans le champ des sciences sociales, la question du vivant a été très, très présente partout, pour le meilleur essentiellement. Peut-être que le rapport à la technique, à l'histoire des techniques, ou en tout cas les positionnements sur la technique étaient, disons, soit des positions assez technophobes. Alors souvent, je cite aussi un peu les travaux de certains, des postures un peu effondristes, qui consisteraient à fuir, faire des cabanes, ou en tout cas se réfugier sur d'autres territoires qui seraient possiblement vierges ou dans lesquels on pourrait survivre. En tout cas, un imaginaire comme ça de ce rapport à une nature qui reste évidemment, avec tous les guillemets du monde, un concept. Et de l'autre côté, une technologisation de la société et du monde avec le numérique, mais pas que, une infrastructuration des territoires qui continue de se poursuivre et de se produire avec le numérique, la smart city, les questions techniques, l'innovation, la poursuite d'un productivisme technologique, la relance du nucléaire, etc. Donc c'est des sujets, je pense, qui sont des sujets de société, qui sont très forts. Et en parallèle, il y a tout cet héritage, donc des objets dont on hérite, qui sont un peu sidérants parce qu'ils sont aussi très compliqués à déconstruire, et leur grandeur impose un petit peu des ordres de permanence, quoi. On se pose vraiment la question de comment transformer. Donc je pense que oui, je dirais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les étudiants. Nous, dans le séminaire, c'est la deuxième année qui porte sur les infrastructures, objets, discours, imaginaires, et on essaie de questionner ça sous différentes formes. Mais je te laisse... Je ne sais pas comment on en est arrivé à ce terme, d'infrastructure. Peut-être Virginie nous expliquera. Moi, je trouve que c'est un terme assez complexe à vendre, en vérité, parce qu'il y avait peut-être qu'il y a les années 90, il y a eu un renouveau, il y a eu un intérêt, et aujourd'hui, c'était une réaction. Ouais. Et aujourd'hui, on est quand même un peu plus tard, et quelques années entre-temps, et je pense que c'est une catégorie d'objets qui a acquis une nouvelle... qui est passée dans un autre âge, quand même. Je pense pas qu'ils n'ont pas forcément énormément vieilli, mais ils sont perçus d'une manière très différente, avec tous les bouleversements qu'il y a on parlait de monde universitaire, toutes les sensibilités qui sont arrivées. C'est des objets qui sont un peu plus difficiles. Je pense que vous faites une grande part de pédagogie pour expliquer en quoi ces objets habitent le monde de plus en plus et en quoi ils nous concernent.
en quoi il change, il révolutionne l'architecture. Enfin, il secoue l'architecture. Moi, je trouve que c'est pas si facile parce qu'on a eu des réflexions en se disant tiens, on va revenir. Il n'y a pas longtemps, on va revenir un petit peu sur les fondamentaux, puis s'intéresser aux termes, l'infrastructure comme ça. Et là, on voit que tout seul, non, il peut plus exister. C'est-à-dire qu'il y a plus cet effet de nouveauté, et ils existent que beaucoup plus en rapport à l'environnement, aux questions sociétales, quoi. Ils n'existent plus en dehors de tout ça. Donc il y a quand même un effort à faire, mais il y a quand même une patine qui n'est pas inintéressante, parce qu'ils viennent, dans nos recherches, il y a peut-être davantage de liens avec l'art, la photographie, avec d'autres domaines qu'on a mis du temps à faire venir, mais ils sont passés dans un autre registre que moi je trouve intéressant aujourd'hui. Je trouve peut-être les objets encore plus intéressants aujourd'hui qu'auparavant, parce que certainement ils touchent une génération qui est née dans un moment, qui est née avec l'angoisse écologique au départ, et avec ces objets qui les incarnaient. Ils ont un regard qui n'est pas du tout effrayé. En tout cas, il n'y a pas le premier effort à faire, qui a dû les faire réémerger. Mais il y a un imaginaire qui est plus complexe. Moi, je suis plus sur la photographie. On voit qu'il y a des registres photographiques où ils apparaissent de manière très différente, comme des personnages. Et il y a une poésie qui n'existait pas avant. Ils ont acquis quelque chose, quoi, une sorte de statut. C'est pour ça que ça s'appelle Holy Highway. Moi, je dis que c'est un statut un peu sacré, parce qu'il y a des beautés baudelairiennes, il y a des beautés étranges qui ressortent de ça. Donc c'est intéressant. Ils ne témoignent pas de la même manière de la société, ils ne témoignent pas que de leur passé. Ils ne sont pas que chargés d'idéologie, non, c'est pas vrai. Ils sont chargés de beaucoup de choses sur le chemin. Moi, je prends l'autoroute, mais de son invention, qui est quand même un petit peu ambivalente, quand même, il y a différentes sources, en passant par les années 40, 60, tout ça, à chaque fois, en passant à travers différents médias, cinéma, roman, ils ont acquis des valeurs, des symboles culturels très différents. Enfin, on pouvait s'y perdre ou s'y retrouver, j'en sais rien, mais il y a un changement sur un siècle, en tout cas. Et aujourd'hui, ils sont des objets culturels. C'est comme ça qu'on les regarde. C'est un petit peu aussi, dès le départ. Ouais, je sais pas. C'est comme ça. Je dirais que c'est pas si facile, mais en creusant, il y a davantage à dire sur ces objets. Peut-être qu'on les connaît mieux, puis ça fait maintenant... on les connaît mieux avec le temps, quoi, simplement. 30 ans, ouais. Et c'est pour ça qu'on leur... Peut-être c'est que notre regard, j'en sais rien. Eux, ils n'ont pas beaucoup changé. Mais nous, on a... Enfin, en tout cas, une nouvelle génération les regarde pas de la même manière. On essaye de les capter. Et c'est vrai, moi, je pense à Luca qui est là aussi, qu'ils sont souvent abordés quand on passe dans le projet par le biais de la fiction. Et c'est là où ils existent, mais ils sont plus très dangereux quand ils arrivent dans la fiction. C'est-à-dire qu'on passe dans l'aspect du jeu, où ils deviennent des acteurs. Ils sont petits, ils sont grands, ils sont colorés, ils veulent dire ça, ils s'hybrident, ils se rencontrent. Ils deviennent des acteurs d'un monde qu'on aurait pris dans un roman ou un film, quoi. C'est-à-dire ils sont très personnalisés un petit peu. Et peut-être que ça leur enlève leur côté un petit peu dangereux. Ça les rend inoffensifs, mais c'est une génération qui est née avec. Enfin, cette crise, ce côté, elle est née avec, elle l'a absorbée, elle n'a plus peur. On n'a plus ce rapport frontal avec la modernité. Donc c'est angoissant, mais il y a toujours un balancement entre l'angoisse et l'euphorie. Et c'est des objets qui peuvent basculer, comme dans le jeu, le jeu presque plus théâtral, je veux dire, d'un caractère à l'autre. Et des fois, c'est plus facile d'en parler. Enfin, peut-être que nous, on a un tout petit morceau. On ne représente pas... on est un tout petit morceau, mais c'est assez facile de les convoquer pour parler d'autre chose, pour créer une histoire, quoi. Ils font partie du paysage. Merci beaucoup. Voilà.